Philippe Cialdella, bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté cette interview pour l'évolution psychiatrique. Nous sommes très heureux de pouvoir discuter avec vous, notamment d'un de vos livres. Mais tout d'abord, je voudrais dire un mot sur le premier livre que vous avez publié, Une galerie de portraits à l'asile du Rhône, 1903-1914. Et ce livre est un livre de photographie, des photos qui ont été prises par Hippolyte Laurent, qui était infirmier à l'asile de Bron, et puis à la fin de sa carrière, chef de quartier, comme on le disait à l'époque. Voilà, ce sont des très belles photos qui nous permettent d'observer la vie de cet asile à l'époque. Et je pense que cette manière de photographie mettant en valeur à la fois les patients et les équipes infirmières était très valorisante pour leur travail. Donc, ce livre a été l'objet d'une critique qui est parue dans Perspective Psy et qui est publiée sur le site internet de la Fédération. Et nous allons plus particulièrement nous intéresser à votre dernier livre, ADN et globules blancs au secours de l'aliéné, une filiation des thérapies de choc en psychiatrie. Alors ce titre, voilà, peut nous intriguer, donc vous allez nous éclairer. Et voilà la présentation du livre. Ce livre donc est parti, enfin l'idée de ce livre est partie des travaux de Jean Lépine sur le nucléinate, alors substance assez mystérieuse dont vous allez pouvoir nous parler. Pour l'instant, pourriez-vous, Philippe Cialdella, vous présenter? Merci. Tu sais, j'ai été psychiatre hospitalier dans la première partie de ma carrière, 1979 à 1994. Et puis ensuite, j'ai eu une deuxième période en exercice mixte, comme beaucoup de psychiatres, libéral et médico-social. Et il se trouve que au début de ma carrière, j'ai eu aussi une activité de recherche. J'avais eu une formation en méthodologie statistique. Euh, et j'ai fait quelques travaux d'épidémiologie et de recherche clinique. Euh, à l'époque, je ne sais pas si je peux le dire, mais je travaillais à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Il y avait une petite équipe avec Paul Gérin et Alice Dazor, qui était une équipe INSERM spécialisée dans l'évolution, dans l'évaluation des psychothérapies. Ils étaient rattachés à un service de pharmacologie clinique et on a travaillé un petit peu ensemble sur quelques points. Et voilà, pour simplifier un petit peu ce Voilà. parcours de formation. Mhm. Et puis, par la suite, en fin de carrière, j'ai fait un peu plus de formation professionnelle, formation médicale continue pour les psychiatres et les médecins généralistes. Très bien. C'est des thèmes qui m'étaient chers, comme la psychose maniaco-dépressive, le trouble bipolaire. Ça a été un peu ma spécialité pendant une bonne vingtaine d'années. Très bien, merci. Il me semble que Jean-Michel Turin, qui a fait de nombreux travaux également sur la psychothérapie, euh, m'a évoqué plusieurs fois cette étude dont vous avez parlé. Alors, pourriez-vous nous parler de la genèse de ce livre? Oui, alors en fait, c'est parti de la documentation que j'ai effectuée à propos du livre sur les photos d'Hippolyte Laurent. J'avais vu qu'Hippolyte Laurent avait travaillé en 1907 dans un des services du professeur Jean Lépine et un des livres dont je me suis servi dans ma documentation, c'est Histoire de la psychiatrie lyonnaise par le docteur Henri Bonnet, mentionnait
justement en 1907 une étude euh, sur une étude thérapeutique, un essai thérapeutique sur le nucléinate dans le traitement de divers états mentaux. Et il ressortait du texte d'Henri Bonnet et de propos que j'ai eus avec son fils, qui est un de mes amis, que Jean Lépine accordait une importance majeure à, à ce travail sur le nucléinate, qui pour lui était était un motif de fierté, mais aussi d'amertume, puisque finalement, il pensait être avec cette étude un des pionniers dans les thérapies du choc, devant même Wagner von Jauregg, qui lui a eu le prix Nobel. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait, euh, cette, euh, cette problématique. Et, euh, deuxième point dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, le nucléinate était vaguement connu par les historiens de la médecine et de la psychiatrie, mais assez peu rapporté à ce qu'il est réellement, à savoir de l'ADN, un extrait d'acide nucléique, c'est de l'ADN, avant même que l'ADN soit désoxyribose. C'était un acide nucléique. Et je trouvais que vraiment c'était intéressant ce deuxième aspect, puisque nous étions en 2021-2022, au moment où j'ai commencé à travailler dessus, en pleine période de début des vaccinations à ARN dans le cadre du Covid, et que par ailleurs, il y avait tout un mouvement complotiste dans les réseaux sociaux qui critiquait la valeur des essais thérapeutiques. Essais thérapeutiques qui étaient, on va dire, un des points sur lesquels j'avais reçu une bonne formation. Donc, ça m'a motivé à, excusez-moi, à poursuivre cette documentation et aller un petit peu plus loin dans l'exploration de ce thème, ce qui n'avait pas été fait. Très bien, merci. Donc, vous avez dû travailler sur les archives. C'est un Oui, travail rigoureux qui prend beaucoup de temps. Donc, pourriez-vous nous parler de la manière dont vous avez travaillé sur ces archives? C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup à l'évolution psychiatrique et nous pensons du reste nous pencher plus précisément sur les archives en général. oui, donc j'avais travaillé sur les archives de l'hôpital, de l'asile Jombron, hôpital de Vinati actuel, pour mon premier livre. Donc j'avais déjà une documentation assez importante, et notamment une documentation sur l'état de santé des patients quand ils entraient, quand ils mouraient à l'hôpital. J'avais aussi, dans le cadre du projet pour ce deuxième livre, euh, travaillé sur des anciennes thèses de médecine. Ça, c'est l'originalité, si je puis dire, de ce travail, c'est d'avoir exploré les thérapeutiques et les conceptions de l'époque au travers des thèses, puisqu'en réalité, les patrons eux-mêmes, comme souvent, vont faire le travail par les thésards, une partie du travail par les thésards. Et en fait, l'une de ces thèses, celle d'Henri Basse, qui était un médecin militaire, contenait le détail des cas exposés par Jean Lépine en 1907. Ces femmes, euh, j'en ai retenu trois dans mon premier chapitre, étaient atteintes, selon Jean Lépine, de méningoencéphalite tuberculeuse, mais une forme de tuberculose à lui, enfin, une forme qu'il avait un peu inventée pour l'occasion, sans tubercule, une forme septicémique, entre guillemets. Et ces femmes ont reçu du nucléinate, ce sont les premières dans le monde à avoir reçu, théoriquement, à avoir reçu du nucléinate pour des raisons psychiatriques,
le nucléinate avait déjà été utilisé en médecine avant. Et l'une d'entre elles a eu un effet quasiment miraculeux. Elle était presque mourante. Quand on lit son cas, ça, vraiment, ça fend le cœur, c'est poignant. Et elle s'en sort miraculeusement. Et bon, la deuxième, un peu moins miraculeuse, la troisième, déjà nettement moins. Au fur et à mesure que les essais, enfin que les cas s'accumulent, on voit bien que c'est pas aussi miraculeux à chaque fois. Donc, mais c'est très particulier dans ce diagnostic de tuberculose, c'est qu'il était fait avec de la tuberculine, il y a une réaction allergique, c'est de la réaction, c'est ça qui a été utilisé, alors qu'à la même époque, Wagner Joreg utilisait la tuberculine comme thérapeutique en vue de déclencher un simulacre de maladie dans une optique de maladie curative. Donc voilà, ce produit, la tuberculine, qui va jouer un peu un rôle parallèle à celui du nucléinate dans le livre, hein. Je ne sais pas si vous l'avez Oui, oui. bien vu. Et Et alors, en les fait, études sur le nucléinate, pardon de vous oui, interrompre, les études sur le nucléinate dans les pathologies psychiatriques. oui. Alors, Pourriez-vous nous en parler? Le nucléinate a été utilisé par John Epine de façon indiscernée, hein. Il n'y avait pas de catégorie clinique précise, mais Oscar Fischer et, et Donat, le Hongrois, ont utilisé le nucléinate comme Wagner Joreg souhaitait utiliser la tuberculine à cette époque, à savoir comme traitement de la paralysie générale syphilitique. C'était ça le premier point. Et ensuite, d'autres auteurs ont essayé le nucléinate dans la schizophrénie. Et ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu une utilisation du nucléinate pendant une trentaine, une quarantaine d'années, sans qu'on en parle très très largement. Mais on voit bien que à certains moments, des auteurs font référence à l'utilisation de nucléates, soit dans la schizophrénie, soit dans d'autres pathologies, la mélancolie aussi. Mais c'est l'usage dans la paralysie générale qui a été dominant, Mm. avant que la malaria-thérapie vienne le concurrencer. Oui, et c'est elle qui est restée célèbre. Oui, C'est, tout à fait. les psychiatres, en principe, en ont entendu parler. Euh, Philippe Cialdella, l'histoire nous donne des perspectives et nous éclaire sur nos travaux d'aujourd'hui et sur nos pratiques d'aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire en quoi ces travaux historiques pourraient nous apporter un éclairage sur la psychiatrie d'aujourd'hui? Alors, oui, ce n'est pas évident, hein. Ce n'est pas évident. On peut penser, certains le pensent, hein, qu'il y a une sorte de progrès général de la psychiatrie qui évolue de l'avant. Mais en réalité, on voit aussi qu'il y a des retours réguliers de problématiques, et notamment depuis la fin des années 90. On va dire qu'il y a eu le retour d'un intérêt sur les problématiques inflammatoires, infectieuses en psychiatrie. Alors, ce, ce point est intéressant. Euh, euh, En réalité, là, il n'y a pas eu d'interruption complète. Euh, c'est- le lycéinat a certes été euh, mis un peu de côté au fur et à mesure. En en réalité, on trouve dans le Vidal, dans les années 90, les produits à base d'ADN. Ils ne s'appellent plus nucléinate, mais on utilise encore les produits à base d'ADN en médecine et aussi comme fortifiant, reconstituant. Euh, le nucléinate a été utilisé dans les pays de l'Est comme adaptogène. Enfin, c'est un concept assez compliqué, euh, mais
ce qui a, ce qui est intéressant, c'est le lien pyrétothérapie. Le Nusteinate a été assimilé à un moment donné à une pyrétothérapie, notamment par Comte Schwaller, qui était un Roumain qui travaillait sur le rhumatisme ionocytique. Puis, tout ça a été regroupé, les thérapeutiques de choc, par Constance Pascal en 1926, bien avant qu'il y ait 10 ans avant qu'on utilise la, les premières thérapeutiques de choc modernes. Mais en même temps, se développer du côté de des thérapies par la chaleur induite, la, les méthodes, notamment américaines, vont chercher à faire monter la température du corps pour soigner diverses maladies, le rhumatisme, euh, mais aussi les cancers, les maladies infectieuses, la, ma- la- la paralysie générale faisait partie de ces maladies-là. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ces hyperthermies externes, notamment dans les années 60, ont été utilisées dans, euh, dans le traitement de certains cancers, comme traitement associé. Alors, un traitement qui reposait soit sur l'hyperthermie générale, soit sur des hyperthermies localisées. Et on a vu revenir dans les années 90, 2000, quelques psychiatres à cette idée qu'on pouvait soigner certaines pathologies psychiatriques par l'hyperthermie externe. Parce que depuis le lycénate, en passant par la tuberculine, les protéinothérapies et bien d'autres, tous les médicaments, enfin, tous les traitements qu'on utilisait, n'aboutissaient qu'à faire monter une chaleur interne. Même si ce n'était pas tout à fait le point de vue de Jean Lépine, ni de Wagner Jaurès, hein, qui privilégiait une approche immunitaire. Donc on voit ce fil rouge de la chaleur qui continue d'être utilisé en médecine et, qui revient en psychiatrie dans les années 90, et puis aussi le fil immunitaire, enfin l'immunopsychiatrie, c'est quelque chose qui a pris aussi un essor à cette même période, euh, poussé par poussé par le fait que les auteurs ont remis en avant les hypothèses infectieuses dans les maladies mentales. En fait, ça n'a jamais arrêté. Il y a toujours eu des travaux sur les hypothèses infectieuses, bactériennes, virales, toxoplasmose, dans les maladies psychiatriques. Très Je ne sais bien, pas si j'ai merci. répondu à la question Oui, de oui, oui, l'actualité. tout à fait, tout à fait. Et alors, est-ce que on peut placer ces travaux dans la catégorie des neurosciences? Un peu indirectement. Alors, certes, Jean Lépine, lui, part de l'encéphalite, méningo-encéphalite. On est quelque part dans le neurologique, bien sûr, et pendant assez longtemps, après l'épidémie de molécules de Mautricher, vous savez, l'épidémie d'encéphalite léthargique, on a énormément parlé des rapports entre les encéphalites et les psychoses, hein. Ça a occupé une bonne partie de la littérature psychiatrique jusque dans les années 60, puis après ça n'a pas cessé, hein. Donc oui, on peut dire que, de certaine façon, on est dans les neurosciences, mais pas que, puisque une partie de ces recherches avaient aussi un rapport avec le tube digestif. Et je pense notamment à la problématique de l'auto-intoxication de Bouchard, qui suppose donc que les bactéries du tube digestif produisent des molécules qui, sous certaines conditions, pouvaient avoir un effet toxique pour l'homme. Alors, bien sûr, au niveau cérébral, hein, il y a toujours plus ou moins ce lien qui s'établit. Alors, c'est une des premières occurrences des connexions intestin-cerveau qui soit à peu près documentée, même si elle était un petit peu imprécise, hein. Bouchard mettait
l'accent sur l'indole comme une de ces substances produites par les bactéries, et l'indole, c'est un des précurseurs de la sérotonine. Mais il se trompait un petit peu, puisque en réalité, c'est pas l'indole lui-même qui est toxique, mais un de ses dérivés, qui est l'indicane. Oui. Alors justement, lorsque nous avons préparé cet entretien, vous m'aviez dit, euh, vous aviez évoqué où Jean Lépine se procurait cette substance. Vous m'avez vous m'avez parlé de saumon, il me semble. Alors oui, en fait, le nucléinate, euh, l'acide nucléique, on le trouve un peu partout dans les noyaux de cellules et il faut l'extraire facilement. On l'extrait facilement de la levure de bière et aussi de la naissance de saumon, puisque dans les spermatozoïdes, euh, vous savez qu'il y a essentiellement un noyau qui est composé essentiellement d'ADN, donc de nucléinate. Donc, quand nous mangeons du tarama, nous mangeons bonjour, quelque part, une bonne dose de nickel, de l'acide nucléique. Très bien. Eh bien, Mais, écoutez, mais en fait, pour revenir à la façon dont il se procurait, c'était un laboratoire lyonnais qui le fournissait. Je ne sais pas exactement quelle était l'origine, hein. C'était un laboratoire Poulenc l'avocat. Poulenc, c'est euh, des- la dynastie Rhône-Poulenc. Donc, mhm, on était déjà à cette époque dans les premières. C'était pas des bipharmas, c'était des petits bipharmas, il y en avait énormément. mhm, oui, tout à fait. Euh, Et à l'époque, si je me souviens bien, comme traitement médicamenteux, il n'y avait que le Véronal, c'est ça? Alors, comme traitement de synthèse, non, il y en avait, de chimie de synthèse, il y avait déjà plusieurs choses. En fait, Ah, le Véronal, les premiers barbituriques sont arrivés assez tôt, entre 1903. Euh, on a commencé à voir apparaître, mais le Véronal a été utilisé essentiellement comme somnifère au début, hein. Ça a été mm, l'utilisation principale, et c'est bien plus tard, à la fin de la Première Guerre mondiale, dé- début de l'entre-deux-guerres, on l'a utilisé dans l'épilepsie. Et c'est à ce moment-là qu'on a remarqué ses propriétés vraiment assez extraordinaires. oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait comme d'autres médicaments de synthèse à l'époque? Comment ce médicament de synthèse? Bien, il y avait quand même pas mal de choses, mais il y avait des médicaments à base d'arsenic Mm, qui étaient utilisés euh, dans le traitement de. Enfin, c'était surtout, au départ, l'arsenic était une bonne à tout faire, il a servi à un peu tout, mais à partir du moment où on a réussi à créer des molécules arsenic organiques, on a commencé à l'utiliser comme traitement anti-infectieux euh, en parasitologie, et puis ensuite dans la syphilis, qui est une maladie infectieuse, hein. Le treponème n'est pas un protozoaire, hein, c'est bien une bactérie, même si ça a été confondu pendant quelques temps. Et donc, on a remarqué assez rapidement l'efficacité du salvarsan dans la syphilis. mhm, Mais dans la paralysie générale, on pensait à un moment donné, les opinions étaient faites, et Alice l'avait dit, euh, le salvarsan ne marche pas dans la paralysie générale. Et en fait, les études qui ont été effectuées par Vania Joreille dans l'entre-deux-guerres et par d'autres auteurs sur la malaria-thérapie, où mm, on pensait que c'était la malaria-thérapie qui était efficace, mais les patients recevaient du salvarsan ou des produits analogues à base d'arsenic qui étaient donc actifs, vraiment actifs contre le tréponème. Et il y a une étude notamment d'Henri Claude, qui est un de ceux qui a participé à la création de l'évolution psychiatrique, hein, Henri Claude, ah oui, et qui a qui montrait, bien que ce ne soit pas dit clairement, qu'en fait, les patients qui avaient vraiment un meilleur résultat, c'est ceux qui poursuivaient après.
la malariathérapie, qui poursuivait la salle marchande sur des durées très longues. Et ça remet en perspective ce qu'on a cru être l'efficacité de la malariathérapie. Alors, c'est pas que je veuille remettre l'épine devant Vanage Oreille, c'est pas du tout le problème, hein. Mais on a un peu surévalué l'efficacité de la malariathérapie. Quant à l'efficacité du nichéinate, elle était sans doute assez modeste, voire peut-être nulle, et de l'ordre de l'effet placebo, même si en réalité peut-être il y avait quelque chose qui marchait. J'ai parlé dans mon livre de cette idée, je ne sais pas si d'autres auteurs ont travaillé vraiment là-dessus, sur l'inflammation aiguë comme potentiel traitement d'une inflammation chronique. C'est peut-être dans cette optique-là que, mais je laisse la question ouverte, j'ai pas de preuve, hein. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons terminer cette interview sur ces propos. Euh, voilà. Eh bien, écoutez, Philippe Cialdella, merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant. Et je rappelle donc vos deux livres, Une galerie de portraits de l'asile du Rhône, 1903-1914, et puis ADN et globules blancs au secours de l'aliéné. Voilà, donc les analyses de ces livres ont été publiées dans Perspective Psy et sur le site de la Fédération française de psychiatrie. Donc pour ceux qui veulent les lire, c'est tout à fait accessible. Et puis je vous recommande voilà, de la lecture de ces livres qui sont tout à fait passionnants. Merci beaucoup, Philippe Cialdi. Merci à vous.